sans appel. 18h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour votre super production exclusivement consacrée à l'actualité internationale sur Info TV. Je parle là de World Actu, concentré justement d'actualités qui nous viennent d'ailleurs. Et ce soir, nous allons faire de façon transversale un tour d'horizon de différentes réactions sur la grosse affaire de la semaine du côté du Cameroun. On parle là de cette querelle dont on souhaite apaiser désormais entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique camerounais et la Fédération camerounaise de football. Mais nous n'allons pas revenir sur les différents épisodes. Nous allons interroger la portée internationale de cet événement. On a vu beaucoup de presse étrangère réagir. On a vu beaucoup d'acteurs internationaux, acteurs de la société civile, acteurs du sport, acteurs politiques même interférer dans cette situation. On va donc se poser la question de savoir que s'est-il passé au-delà de nos frontières à l'heure où justement la paix des braves est annoncée entre les deux entités. Nous quitterons les turpitudes sportives pour nous retrouver du côté du Burkina Faso avec là-bas ce qu'on a appelé la prorogation de la transition. 5 ans de plus, c'est l'ambition qui a été donnée au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé justement, qui sera là jusqu'en 2029. Et après 2029, bien évidemment, pourrait-on dire, il aura la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle à venir. Ce soir, on se pose donc la question de savoir si là-bas, il s'agit d'une transition éternelle. C'est la question qu'on va se poser. Nous irons aussi là du côté du Moyen-Orient avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui depuis le 20 mai subit les foudres de la Cour pénale internationale. Un mandat d'arrêt a été pensé contre sa personne et M. Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, n'en démord pas. Il voudrait que M. Netanyahou soit capturé et amené devant ces instances. Que risque-t-il alors que l'on sait qu'Israël bénéficie d'un soutien exceptionnel de la part des États-Unis? Cela a même été rappelé encore cette semaine, alors qu'on sait aussi que du côté même des États-Unis, il y a une polémique dans les universités qui n'en finit plus, alors que l'on sait que le premier ministre Benjamin Netanyahou n'en a que du mandat d'arrêt de la CPI. On se pose la question, que risque Benjamin Netanyahou? Mesdames, messieurs, une fois que je vous ai déployé le menu, permettez-moi de respirer et de revenir tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. À tout de suite. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu, je l'ai dit, nous allons épiloguer sur bien des sujets en compagnie de personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence ce soir. La toute première que je présente est un acteur bien connu du monde des médias, directeur de publication par excellence. Le DPI et Somba, une fois de plus, est parmi nous. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir aux téléspectateurs. Un coucou particulier à tout le top management d'Info TV. Bonsoir à mes co-discutants. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau d'élite. Alors DP, on ne nous a pas beaucoup vu ces derniers temps sur la scène médiatique. Recul stratégique? Non, peut-être un recul, peut-être pas un recul stratégique, mais le devoir d'honorer toutes les sollicitations auxquelles nous faisons face.
Voyez-vous, le DP est multicasquette ou multitâche et j'ai l'obligation de satisfaire tout le monde. Merci DP et Sumba d'être une fois de plus présents parmi nous. Je poursuis les présentations avec un autre habitué et même habituel de ce plateau. Lui, il est analyste politique. Patrick Ansiga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. C'est un plaisir immense et un plaisir renouvelé de faire partie de cette agora, d'être parmi ce panel, ceux-là qui nous accompagnent lorsqu'il s'agit de World Actu. Un bonsoir à nos millions de téléspectateurs, sans toutefois oublier le top management d'Info TV qui nous permet de nous exprimer sur ce panel aussi riche qu'il soit ce soir. C'est un plaisir, Stéphane. Merci à vous, Monsieur Ansiga, d'être une fois de plus présent en ces lieux. Je poursuis l'exercice avec à ma gauche un autre habitué de ce plateau. Il nous vient de la société civile, Franck Manson, pour ne pas le nommer. Et là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci justement de l'invitation renouvelée. Je dis également un bonsoir à mes copanélistes, sans manquer de saluer nos nombreux télé-regardeurs. Je voudrais également saluer M. Samuel Elvis Manson, l'un des patriarches de la grande communauté d'Iboum, qui se trouve du côté du département du Nkam, plus précisément dans l'arrondissement de Nord-Macombé, qui traverse une situation peu réduisante. Donc nous lui souhaitons justement un prompt rétablissement. Merci à vous, cher Franck Manson, d'être présent en ces lieux. Je termine l'exercice par les présentations du seul et unique politicien sur ce plateau. Il a justement cette double casquette d'avoir longtemps été universitaire accompli. Professeur Jimmy Yap, ou alors monsieur le secrétaire général, ça dépendra. Bonsoir et bienvenue. Thank you so much for having me, Stefan. It's always a pleasure to come to this TV, and Info TV is one of the best TV in Cameroon, and I really hope that we are going to go through what is important. But at the same time, I would like to say that everything that is happening around the world is talking to us as a Cameroonian, as a country. Is talking to us. Everything that's happening in Burkina Faso, you introduced that. You told the audience that we are going to talk about Burkina Faso. Is talking to us too, and everything that is happening, even in Israel, is talking to us. And I would like to have the opportunity to draw the relationship between all those subjects and what is happening actually in Cameroon. Thank you for having me. Thank you, dear Professor, to be here, and I wish we're going to have a very good moment with our televiewers. Une fois que je l'ai dit, j'espère ne pas avoir écorché la langue de Shakespeare. Tout de suite, l'on va entrer de plein pied dans le menu des échanges. Je l'ai dit en introduction de ce plateau, nous avons assisté à une semaine folle au Cameroun avec justement cette polémique inhérente à la situation entre le MINSEP et la FECAFOOT. Nous avons interrogé ce soir justement ces regards venus d'ailleurs. On a estimé devoir parler de l'au-delà de nos frontières, DP et Sumba. Alors, vous avez abondamment parcouru la toile. Quelle est la lecture que vous faites? Quelle lecture vous faites de cette, de cette affaire qui n'en finit plus de défiler la chronique? Bon, après les joutes épistolaires, après les volte-face, après tout ce que nous avons vécu, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur du Cameroun, ou alors l'intérêt supérieur des Lions indomptables, qui, par leur prouesse, ont toujours sublimé la majorité des Camerounais, qui, par leur victoire, ont toujours réussi à fédérer les Camerounais autour d'un idéal commun qui est celui de la préservation de l'image du Cameroun. C'est le plus important aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même souligner et mettre un petit bémol en disant, lorsque l'on nous annonce la paix
moi j'aurais préféré que la désignation du staff qui est considéré jusqu'à présent comme le staff final fit l'objet d'une communication conjointe. Oui. Parce que le fait qu'elle ait été faite de façon unilatérale laisse poindre une once de continuation de la belligérance, mais peut-être ce sera une belligérance symbolique. Donc il faut que nous, Camerounais, apprenions à savoir qu'est-ce qui est le plus important. Parce que nous allons passer, nos enfants passeront, nos descendants passeront, mais le Cameroun doit rester. Et pour que le Cameroun reste, il faut que nous protégions des labels que nos ancêtres ont construits, tels que celui des lions indomptables. Merci DP. C'est vrai que l'interrogation est la vision que vous, acteurs de médias, avez eue au sujet justement de cette affaire de par nos confrères des autres médias. On a vu RMC, on a vu l'équipe s'appesantir, on a vu justement certaines stars, on a vu Abedi Pelé, on a vu Gianni Infantino prendre la parole à ce sujet. Comment est-ce que vous avez ressenti le fait que le Cameroun fasse la une fois de plus tristement pour une question qui aurait pu être évitée ou alors qui aurait pu être gérée sans tous ces éclats de voix? Bon, moi je ne pense pas que le Cameroun a fait la une tristement. Je retiens que le Cameroun a fait la une et c'est la preuve, s'il en était encore besoin, que le Cameroun cristallise une foule d'intérêts. Nous sommes un pays que les gens admirent. Nous sommes un pays que les gens respectent. Nous sommes un pays que les gens regardent. Mais que faisons-nous de ce capital attrait, de ce capital charme qui nous est aujourd'hui ontologique? Nous devons donc l'utiliser à bon escient. Le fait qu'il y ait une querelle entre deux institutions dans un pays démocratique est la preuve qu'au Cameroun, les choses ne se passent pas de façon dictatoriale. Il faut convaincre. Il faut même parfois vaincre l'adversaire et non l'ennemi. Oui. Il faut parfois vaincre l'adversaire pour obtenir gain de cause. C'est un élément de vitalité démocratique, c'est un élément de vitalité de la gouvernance camerounaise. Parce que voyez-vous, le sang n'a pas coulé. Il n'y a pas eu des escalades verbales. Il n'y a pas eu violence physique au sens propre du terme. Il y a eu désaccords, contestations, protestations, mais à la fin, les acteurs ont pu trouver un terrain d'entente. C'est le plus important. Maintenant que tous les yeux étaient rivés sur le Cameroun, posons-nous la bonne question. Que faisons-nous? Que faisons-nous de notre image? Il faut la capitaliser, il faut la monétiser, il faut la rentabiliser. Je ne sais pas si j'aurai encore un tour de parole après, mais sur ce sujet, je profite donc pour dire, le président de l'AFECAFOOT a eu un blanc-seing pendant 2 ans. Oui. Où il faisait tout ce qu'il voulait, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Alors que c'était plus facile. Maintenant qu'il prend les choses en main dans un contexte de belligérance ouvert, dans un contexte de contestation ouvert, moi je l'invite donc à redoubler d'ardeur au travail. Parce qu'une bonne partie des Camerounais lui a montré qu'on l'aimait, mais le gouvernement qui investit beaucoup de millions dans cette affaire attend les résultats pour pouvoir les utiliser à ses fins, comme il a toujours fait. Donc, ce sera plus difficile maintenant dans un contexte de contestation. C'est maintenant que moi j'attends voir le réel potentiel de M. Samuel Eto'o-Fils. Merci EDP. Et M. Asiga, beaucoup on craint l'incident diplomatique lorsque, selon certaines indiscrétions, le sélectionneur Marc Brice a été convoqué à l'ambassade de Belgique. Beaucoup ont senti des mains diplomatiques derrière cette accalmie. Est-ce que, au-delà de cela, est-ce que vous pensez que l'image internationale du Cameroun en sort grandie? On a vu de nombreuses unes qui, je l'espère, seront reliées justement sur cette querelle entre le MINSEP et la FECAFOOT, des unes étrangères, des journaux français, américains, anglais. Est-ce que vous pensez que le Cameroun en sort grandi avec cette paix de braves qui est annoncée de partout? Non, Stéphane, il faut le dire, le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun de Roger Mila ne mérite pas ce que l'épisode que nous avons traversé. Nous ne méritons pas ça. Bien évidemment,
on a failli arriver effectivement à des situations extrêmes. Parce que ce n'était plus la personne de Marc Brice qui était visée, mais c'était déjà l'État belge qui était visé. Parce que quand on essaie de regarder, c'est la Belgique qui était présentée, ce n'était plus Marc Brice. Heureusement, fort heureusement, le président Paul Biya a su intervenir au Alors, moment... M. Siga, la une qui nous est présentée par la réalisation, à qui nous disons merci, c'est la une de RMC Sport, un journal français consacré aux questions sportives. Contrairement à ce que disait le DP tout à l'heure. Et vous voyez la question, vous pensez que vous êtes dans quel pays? Exactement. Contrairement à ce que disait le DP tout à l'heure, nous sommes arrivés à une extrême violence. Ce jour où ça s'est produit, on s'est posé mille et une questions. Nous sommes où? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit fort heureusement, le président de la République a pu saisir le taureau par les cornes et a sifflé la fin de la récréation. Le Cameroun ne mérite pas ça. Le président de la République du Cameroun, à l'heure actuelle, ne mérite pas ce qu'on lui sert aujourd'hui par ses proches collaborateurs. Ça, franchement, le Cameroun ne mérite pas ça. Il est inadmissible qu'on en arrive et que deux partis ne puissent pas s'entendre pour des choses aussi minimes. Qu'on se retrouve dans des situations pareilles où on met l'image du Cameroun dans la boue de la sorte. Oui. On retrouve aujourd'hui des gens qui manifestent, qui ont exprimé leur intérêt personnel avec des affectations qui volontairement ont manifesté c'est-à-dire qu'ils ont exprimé là. Restons sur les considérations internationales, Monsieur Asiga. Justement, on a par exemple vu Gianni Infantino, le président de la fédération. Avant même que Gianni Infantino ne réagisse, je pense savoir que, alors que la FECAFOOT adresse cette lettre à la FIFA va considérer et demander à ce que les deux parties s'asseyent et essayent de trouver un pot de compromis. Ce qui va amener d'ailleurs le président de la FECAFOOT à accepter l'entraîneur principal et son adjoint. Plusieurs fois, le Premier ministre a convoqué les deux parties au fait de trouver effectivement un terrain d'entente. Pourquoi il faut fouler le Premier ministre dans la boue? Pourquoi il faut à tous les prix que ce soit le chef de l'État qui soit toujours là pour résoudre les problèmes qui peuvent être résolus par le chef du gouvernement? Nous sommes arrivés à un niveau où les gens s'en foutent carrément de celui qui tient encore jusqu'à aujourd'hui le règne de ce pays. C'est l'impression que vous avez? Oui, c'est l'impression que j'ai. Ce qui me permet de penser effectivement que le professeur Massara Yamdine le disait, parlant de coup d'état scientifique, c'est ce à quoi nous sommes. Nous sommes en train de vivre effectivement ce coup d'état scientifique. Il est inadmissible, je dis encore inadmissible, qu'on se retrouve au détriment de l'intérêt de la nation, supérieure de la nation, qu'on n'arrive pas à trouver un compromis pour si peu. Et que lorsque le président décide de prendre le taureau par les cornes, qu'à l'immédiat, on trouve un compromis et on a ce semblant aujourd'hui d'entente que nous avons. J'ai dit non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On n'est plus dans l'international, monsieur Asiga. Et maintenant, justement, parce que nous restons dans l'international, parce que c'est l'image du Cameroun qui a été cornée. C'est l'image du Cameroun aux yeux de la FIFA. La FIFA qui a demandé qu'il y ait un terrain d'entente entre les deux parties. Ça n'a pas été respecté. Les chaînes de télévision qui transige avec l'État, monsieur. Les chaînes de télévision qui en parlent, nous parlons de l'international. Les chaînes de télévision qui en parlent, quelle image pour le Cameroun? Vous vous poserez certainement la question de savoir à qui la faute. Je vous dirai, selon les lois de la FIFA, on parle là de l'ingérence. Et toute prise de position allant dans ce sens, que ce soit par les médias ou des confédérations, on voit très clairement l'ingérence de l'État
en ce qui concerne en matière de football au Cameroun. Merci. Vous pouvez aimer, C'est des tas. vous pouvez aimer, Pour revenir ici, tout ça. vous pouvez aimer ou non la personne de Samuel Eto'o qui est à la tête de la fédération, pas ce dont il mais nous parlons là de l'ingérence de l'État Allez lire en l'article matière. 12 de la convention signée d'accord parti. Merci. Sauf que vous revenez uniquement sur la convention. Non, mais même la FIFA est restée sur la convention. Très bien. On va parler d'autre chose. Très bien. Ah, voilà. Et Stéphane, si vous allez permettre un peu une minute Monsieur en Afia. citant pour dire tout simplement que quand on va rentrer dans les détails, la FIFA a parlé de la convention. Oui. C'est justement parce que la FIFA s'est rendu compte que la fameuse convention en question ne sied pas au règlement de la FIFA et a donc ainsi instruit la FECAFOOT À recommander, pas inscrit. à recommander la FECAFOOT à se rendre auprès de sa tutelle afin de trouver Ça a été fait donc. Non, afin de trouver Je vous dis, merci. Restons sur les Je reviens vers vous. Je reviens vers vous, monsieur Parce Assia. que lorsqu'on rentre dans les considérations internes, DP Somba. Je reviens vers vous, autant de permettre à monsieur Fermanson de donner sa vision de la situation. Je précise que nous, on questionne ce soir les différentes interprétations internationales qui ont eu lieu sur la question. On a vu nos confrères Daniel Riolo, on a vu beaucoup caricaturer l'image du président de la fédération. D'autres ont pensé qu'il avait le bras trop dur, d'autres ont estimé qu'il y avait violation de sa zone de compétence, d'autres ont estimé même que le sélectionneur Marc Brice avait été convoqué à l'ambassade de Belgique dans la matinée justement de ce jour-là. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, est-ce que le Cameroun sort-il à l'échelon international gagnant de tous ces bisbilles-là? Merci Stéphane pour la question. Vous savez, c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais voulu m'appesantir. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous me donnerez un peu le temps de dire ce que je pense. Déjà, en y réfléchissant, il y a une représentation, une image qui traversait mon esprit, notamment celle du corps humain. Imaginez le corps humain qui, à la base, on peut dire est une pensée unique, qui va se faire représenter au travers de différents membres et dont chaque membre est appelé à jouer son rôle pour le bon fonctionnement du corps. Et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que il semblerait que l'un des membres, ou alors un membre ou des membres, un ou deux membres, empiète justement sur le périmètre de compétences d'un autre membre. On pourrait justement mettre un point d'interrogation là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il en est dans le fond? On parlerait d'un dysfonctionnement génétique. Dysfonctionnement génétique. Tout ceci pour dire quoi, M. Tout Manson? ceci pour dire que quand on revient au niveau du Cameroun, quand on parle de l'État, quand vous l'appréciez dans la verticalité, la personne morale, c'est cet État qui se fait représenter non seulement au travers des institutions, comme peut-être le ministère des Sports, et aussi l'association qu'est la FECAFOOT. Parce que d'ailleurs que c'est l'État qui donne l'autorisation. Bon, maintenant, voir deux membres justement s'entremêler, ça nous renseigne un peu, c'est-à-dire sur le trouble qui peut caractériser la mentalité justement de la plupart des individus qui participent à la gestion de notre pays dans son ensemble. Oui. Ça, c'est un élément. Le DP n'est pas tout d'accord avec vous, mais avançons dans la réflexion. Le deuxième élément, Stéphane, moi, j'entends souvent dans des plateaux dire que les comportements de Samuel Eto'o sont dus au fait qu'il n'est pas allé à l'école, il n'a pas fréquenté. Oui. Personnellement, pour moi, je vois de l'ignorance ambiante. Pour la plupart des personnes qui s'expriment. Restons sur la question que moi je vous ai posée. J'en viens, Stéphane, permettez. Pourquoi, Stéphane? Quand on va à l'école, c'est pourquoi il y a deux objectifs principaux. Un, servir son pays. Deux, s'insérer socialement. C'est comme pour dire que je pense qu'Eto'o fils, il a rempli toutes ces conditions, si ce sont des conditions. Ce qui fait que ça serait très ignorant, justement, de dire que les réactions de Samuel Eto'o fils sont du fait qu'il n'est pas là à l'école. Parce que moi, j'en connais des personnes qui ont fait des études, des très grandes études, mais qui
fonctionnent, qui réagissent comme des animaux. Ça, c'est le deuxième élément que je voudrais souligner. Et troisième élément sur la chose, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la société. On est tellement ignorant. Si tout le monde est agrégé, si tout le monde est docteur, la société ne fonctionne plus. L'équilibre social en prend un coup. Pour que la société soit, il faut des footballeurs, il faut des agrégés, il faut des balayeurs, et ainsi de suite. Et quelqu'un comme Samuel Eto'o, je pense que dans son domaine, il a excellé. Monsieur Manson. Il a participé à rehausser l'image du Cameroun. Voilà. Pour revenir maintenant sur l'image du Cameroun, il n'est plus à démontrer que l'image du Cameroun a été entachée, Stéphane. Ça, c'est clair. Pourquoi? On sait très bien que le Cameroun, au niveau de l'Afrique, est l'un des piliers, justement, du football africain, le Cameroun. Ce qui fait que une telle image, il est clair que ça écorche, comme le disait Patrick, l'image du Cameroun. Mais seulement, quand vous observez de près la situation, le Cameroun, c'est un pays qui nourrit beaucoup d'appétit au niveau international. Oui. Au travers justement de son potentiel. Il nourrit beaucoup d'appétit. Donc, ce qui fait que l'objectif en réalité de tous ceux qui convoitent ce que le Cameroun dispose et représente, c'est de salir le Cameroun. Donc il suffit qu'une situation pareille se produise. Est-ce que nous ne donnons pas un peu de bâton pour nous faire flipper? Mais bien sûr, bon, on dit souvent au quartier qu'il y en a qui profitent de la pluie pour faire. Voilà. Je ne vais pas employer des termes. Essentiel. Voilà. Donc il y a des individus donc, qui profitent justement de la situation auquel le ministère des Sports et l'Africa Foot est confronté pour salir le Cameroun, pour discréditer le Cameroun. C'est la raison pour laquelle on va activer justement les médias. Et vous êtes sans ignorer, vous en tant que technicien de la communication, que le rôle des médias, c'est de façonner une opinion. La puissance de l'information, Stéphane, vous peut-être connaissez ça mieux que moi. La puissance de l'information a la capacité de créer ou alors de déstabiliser une structure, pour ne pas dire un pays. Donc, quand on active justement les forces de nuisance des médias, il faut comprendre qu'il y a une intention derrière qui va bien au-delà du sport. Mais, comme tu le dis si bien, il est clair que les acteurs camerounais ont participé, ont donné des ouvertures à ce que le Cameroun soit banalisé. Merci Franck Manson. Jimmy Yap, monsieur le secrétaire général, alors vous qui êtes de l'autre côté, comme on dit, vous avez souvent une certaine vision du Cameroun, une vision construite par les médias, comme le précise monsieur Manson. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, du côté de Londres, de Paris, de New York, lorsque l'on expose des querelles intestines, des questions de management basique, est-ce que, par exemple, un investisseur américain qui est à Washington et qui voudrait venir investir au Cameroun, est-ce qu'à ce niveau, il n'aurait pas de réticence lorsque l'on ne parvient pas, chacun, en tant que tutelle, à respecter la compétence qui est la sienne? Mais Stéphane, il ne vient pas. L'investisseur ne vient pas. Parce qu'on a assisté à l'incompétence des cadres de l'administration qui ne respectent pas les propres textes qu'ils écrivent. Et dans le domaine, si c'est le domaine du business, et c'est le plus grand problème du Cameroun, c'est que on sait très bien que les textes ne sont pas respectés au Cameroun. Et que moi, déjà particulièrement, j'ai amené des investisseurs ici qui sont repartis. J'ai amené des investisseurs anglais ici qui sont repartis. Parce que personne ne peut fonctionner dans un État où où le droit n'est pas lu. Ou alors, quand tu penses que tu as un conflit avec ton interlocuteur, que la justice ne peut pas dire le droit. Donc, le spectacle que nous avons eu, et moi je ne voudrais pas épiloguer dessus plus longtemps, parce que à la fin des fins, c'est une distraction. Mais une distraction qui a prouvé encore aux yeux du monde que le Cameroun n'est pas un État de droit. Parce que dans toutes les interprétations, que ce soit à BBC, que ce soit à France 24, que ce soit à Vox Africa, tout le monde a dit que l'État camerounais a violé les textes. Oui. Donc, et ils avaient raison, c'est qu'ils le disaient. Bien sûr qu'ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison véritablement. Parce que ils ont la malchance d'avoir en face d'eux un homme international
quelqu'un qui est connu de partout. C'est-à-dire que Samuel Eto'o oui. et lui est allé à France 24 faire des déclarations qui peut-être n'ont pas servi sa cause. Non, mais ce n'est pas un problème de la cause de Samuel Eto'o, c'est la cause du Cameroun dont on est en train de parler actuellement. Je pense que la question est celle de savoir c'est comment est-ce que le Cameroun, l'image du Cameroun, ça en est sorti. Moi, je suis en train de t'expliquer que on est au plus bas. Et ça augure, ça montre comment est-ce que, comme je le dis toujours, parce que la base c'est quoi ici au Cameroun, c'est que le RDPC a formé d'abord les mauvaises personnes et puis les personnes incompétentes. Et a formé aussi des mauvais jeunes. De très très mauvais jeunes, je vous garantis. Des gars qui sont, ils connaissent pas, parce que d'abord, s'ils sont dans l'administration, ils ont acheté les concours. S'ils sont quelque part, ce sont leurs parents qui les ont mis là. Donc, on est dans la mauvaiseté. Ça, c'est une caricature. C'est pas une caricature. C'est pas une caricature. C'est là où nous en sommes. Il y a des personnes au Cameroun qui ont réussi un concours et qui sont entrés dans la France. Nous sommes dans l'exception. Nous sommes dans l'exception qui confirme la règle. Pour revenir à l'aspect international, et conclure, parce que je voudrais même pas parler longtemps sur ce problème, j'ai honte. J'ai honte, mais je suis aussi fier de la jeunesse combattante et combative du Cameroun. Si c'est le mot là existe, parce qu'on a deux jeunesses. Comme je vous ai dit, on a les mauvais jeunes qui ont été formés par le RDPC. Et on a des vrais jeunes qui combattent pour le bien du Cameroun. Et Samuel Eto'o est dans cette catégorie de jeunes qui, partout, met le drapeau du Cameroun plus haut. Mais malheureusement, comme on a des cadres mal formés, incompétents et puis mauvais, ils vont toujours abaisser l'image du Cameroun. Merci Jimmy Yap. DP Somba, alors, une fois que vous avez fait ce constat que l'image du Cameroun en sort écornée, qu'est-ce qu'on fait au niveau peut-être de la communication? Est-ce que il n'est pas question aussi peut-être que la communication institutionnelle communique? On a vu nos confrères du média de l'État saluer la sérénité désormais retrouvée, mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, on ait moins d'appréhension sur ce qui, au départ, ne s'apparentait qu'à une banale crise, comme il y en a dans tous les secteurs au Cameroun? Stéphane, j'aimerais dire aux téléspectateurs que si c'est l'état de droit qui a attiré les investisseurs, il n'y aurait pas d'investissement en Asie, en Chine et autres, en Inde. Ce qui attire les investisseurs, c'est de faire le business, de faire le profit. Les investisseurs sont des hommes qui sont capables de slalomer même entre les méandres du droit bon ou du droit mauvais. La preuve en est que le stock des investissements directs au Cameroun était estimé à 6,44 milliards de dollars en 2022, oui, soit 14% du PIB Cameroun. Donc, ce n'est pas une querelle. Moi, je vais pas beaucoup, je vais pas parler longtemps. Non, je vais le relancer un peu. Je vais le relancer. Oui. Parce que c'est très bien de citer les chiffres. Moi, je vais vous expliquer comment les chiffres fonctionnent. Alright? Qu'est-ce qu'on appelle la croissance économique? Sur la croissance économique, parce qu'il veut parler des chiffres. C'est parce que les chiffres ne sont pas importants quand tu ne les mets pas dans un contexte. Donne tous les grands chiffres. Mais vous m'avez coupé. Non, mais je vais vous relancer. Je viens avec vous. Et là, vous allez relancer, vous allez nous répondre. La croissance économique a deux pans. Ok, on a le pan qui est, je vais dire le développement économique a deux pans, la croissance et puis le partage des fruits de la croissance. Au Cameroun, il y a la croissance. 3% qui n'existe pas en France, 4% qui n'existe pas en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, qui n'existe pas. Mais ce qu'on oublie et ce que, Monsieur Somba oublie, c'est que ce n'a aucun impact s'il n'y a pas le partage équitable des fruits de la croissance. Dites-vous qu'il y a ce taux d'investissement au Cameroun, mais quand le panier de la ménagère n'est pas, on n'est plus dans le sujet. On est dans le sujet. Je voulais l'expliquer. Qu'il ne nous servent pas des chiffres qui ne servent à rien. Merci. Les chiffres, c'est... Allez-y. Donc, le Cameroun fait partie des pays qui n'ont pas une crise des IDE. Parce que le Cameroun est une destination qui, économiquement... L'environnement des affaires est quand même... Mon introduction sur cette question démontre que ce n'est pas... investissement, c'est parce qu'un seul pays qui investit. Un seul. Nous avons trois défenseurs de Samuel Eto'o. Maintenant,
Parce qu'ils veulent nous réduire à ça. Non, défenseur de la jeunesse. Qu'on édifie. Défenseur de la jeunesse. Je ne suis pas un défenseur de Samuel Eto'o. Je suis un défenseur de la jeunesse camerounaise. Moi, j'ai tout jeune qui permettez-moi de parler. S'il vous plaît, on n'est pas défenseur de la Samuel Eto'o. On est défenseur de la... En fait, moi particulièrement, je suis défenseur de la jeunesse qui est combattant et qui est... J'aimerais répondre à la question. Allez-y, DP. Donc, je ne pense pas que un duel ministère des Sports contre FECAFOOT va faire que les investisseurs qui savent qu'ils vont trouver la rentabilité de leur business au Cameroun décident de partir. En communication, ce qui compte, c'est qu'on parle de vous. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal. À partir du moment où les lampadaires sont figés sur vous, vous en tirez des dividendes. Mais il faut maintenant savoir comment capitaliser la lumière qui a été mise sur vous. Oui. Maintenant, pour revenir à la question de comment on gère. Comment on gère l'après? Comment on gère l'après? La communication s'est déjà mise en branle. La communication s'est déjà mise en branle. Et c'est pour ça que dans ma première prise de parole, j'ai dit, à la fin de tout ceci, qu'est-ce qui reste? Alors, c'est l'intérêt supérieur du Cameroun. Qui peut donner le change à LFI, France 24, LMC, qui en ont fait les gros titres? Parce que moi, je n'ai pas eu écho de cette communication que vous évoquez, DP. Nous proposons. Oui, que vous proposez. Voilà. Merci. Le gouvernement a déjà commencé à communiquer en mettant en exergue la sérénité retrouvée. Vous-même, vous avez évoqué tout à l'heure la chaîne nationale qui parle de sérénité retrouvée. Lorsqu'on a suivi hier l'éditorial à Présidence Actu de Yves-Marc Modjo, qui parlait de la sérénité retrouvée. Et cette sérénité repose sur quoi? Sur l'union sacrée autour des lions indomptables. C'est notre capacité à montrer que nous sommes unis derrière cette cause, qui va montrer aux yeux du monde que ce n'est pas parce qu'il y a une querelle entre deux membres, pour reprendre l'allégorie de M. Manson, qu'il y a entre deux membres d'un corps, que le corps va mourir. Parce que tout dépend de la capacité à soigner le mal. Le mal existe partout. Est-ce que nous n'avons pas vécu une crise institutionnelle en Espagne entre le gouvernement espagnol et la fédération espagnole? Mais ils l'ont soigné. Pourquoi les crises du Cameroun donnent l'impression que le Cameroun est devenu ce pandémonium où tout va mal, où on ne peut plus rien faire? Stéphane Barga, les crises, ça existe pas. Une jeunesse à 87%. C'est notre capacité. Une jeunesse pornographique. Une jeunesse qui boit l'alcool. Qui a été entretenue par qui a été... S'il vous plaît, professeur. Tout va mal. S'il vous plaît. Il faut pas amener ce genre de langage. Pas parce que des gens qui ne travaillent pas, vous les mettez où? Le nozo qui est en crise, vous mettez cela où? Restons dans le sujet, professeur. On est à quel niveau? Les diplômes qu'on achète au Cameroun, on est où? C'est le diplôme camerounais qui ne vaut rien ailleurs. Le Cameroun, tous les sujets au Cameroun lèvent les inhibitions. C'est normal. Mais il faudrait que nous apprenions à nous concentrer sur ce pourquoi nous sommes là. Vous m'avez posé une question. Et je suis en train de sortir en disant, tout dépend de notre capacité à nous fédérer autour d'une cause. Mais je vais sortir en leur donnant encore du grand amour. Quand on parle de l'image du Cameroun que Samuel Eto'o a rehaussé à tous les niveaux, oui. Je me souviens aussi que Samuel Eto'o a refusé de prendre le drapeau du Cameroun, c'était l'image. Je me souviens que Samuel Eto'o a contesté l'autorité d'un entraîneur qui voulait faire un remplacement en Mondovision. Et je me souviens finalement que Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a boxé un web journaliste algérien parce que celui-ci l'avait critiqué. Est-ce qu'en boxant ce web journaliste, il ne pensait pas à l'image du Cameroun? Donc il faut nous laisser le fanatisme béat qui voudrait qu'on soutienne les individus au lieu de soutenir les institutions. S'il vous plaît, la parole est... Je soutiens l'institution FECAFOOT. L'institution FECAFOOT qui nous a fait remporter des titres. Et c'est grâce à l'institution FECAFOOT qu'on a découvert des individus très brillants comme Samuel Eto'o qui ont marqué des buts, qui nous ont fait rêver en tant que footballeurs. Et c'est la même institution FECAFOOT qui a signé, qui s'est dessaisie de sa prérogative légitime et légale octroyée par les statuts de la FECAFOOT pour la partager avec l'État du Cameroun. Maintenant, lorsque vous êtes un bon manager, qu'est-ce que vous faites lorsque vous prenez la tête d'une institution? Vous commettez un audit administratif pour savoir quelles sont toutes les dispositions juridiques qui régissent votre institution. Vous commettez un audit financier, vous commettez un audit comptable et enfin vous commettez un audit des ressources humaines.
Lorsque Samuel Eto'o prenait la FECAFOOT, s'il avait commis ses audits, le premier acte qu'il devait poser, et moi je l'avais proposé, c'était de solliciter l'annulation ou alors la résiliation de cette convention qui, il faut le dire, est unique. Effectivement. Moi, j'aimerais avoir une lecture objective du sujet pour que le Cameroun apprenne à bien faire les choses. Ah oui. On ne peut pas promouvoir l'image du Cameroun en ne faisant pas bien. Merci. Le tout n'est pas d'être combatif, mais il faut que Samuel Eto'o apprenne à faire les choses bien. Oui. Merci, merci. Je vous permets de réagir rapidement, Franck Manson. Oui, mais Pour la Stéphane. nos téléspectateurs, Stéphane. Franck Manson, vous êtes à l'aise chez nous et on vous voit. Et il y a une posture quand même qui respecte ceux qui nous regardent. Je tiens à rappeler, Stéphane, que quelqu'un d'assez équilibré a des communications objectives, Oui. neutres. Mais maintenant, il peut s'avérer qu'en face, l'interlocuteur ou des interlocuteurs qui ont pris des positions peuvent identifier ou alors interpréter leur communication comme partisane. À ce niveau, Franck Manson, est-ce que, je reviens sur le même conducteur, est-ce que ce qui se passe entre le MINSEP et la FECAFOOT peut orienter un investisseur ou alors un potentiel, je ne sais pas, partenariat entre quelqu'un d'ailleurs et le Cameroun. Le DP nous dit non, que c'est du business, mais non, c'est quand même qu'il y a des organismes de notation internationaux qui font et défendent les dynamiques des pays. Est-ce que ce type de querelle n'est pas susceptible à désorienter ceux qui envisagent investir dans la destination Cameroun? Il faut d'abord garder ceux qui sont là. Lequel est parti? Aucun. Bien entendu, Stéphane. Pourquoi? Ils ont évoqué tout à l'heure l'état de droit. Oui. L'état de droit est supposé garantir la stabilité dans un pays. Et dans un pays où vous n'avez pas de stabilité, ça craint pour l'investisseur. Ça, c'est un élément important. Oui. Donc, comme pour dire que l'investisseur, quand tu viens investir dans un pays, ce qui déjà le motive, c'est la stabilité du pays. Oui. Parce que si ça clash là, mais Ces les intérêts. investissements s'envolent comme des châteaux de cartes. Tout à fait. Donc parfois, moi je ne sais pas vraiment comment est-ce que, sur quel angle parfois chacun observe et chacun analyse. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, Stéphane, il faut voir que la situation, comme nous l'avons dit d'entrée, entache l'image du Cameroun. Et c'est justement parce que l'image du Cameroun est entachée que justement les investisseurs peuvent davantage manifester de la retenue vis-à-vis du Cameroun. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a toute une cabale qui est mise sur pied justement par des officines tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas justement que le Cameroun se constitue à un État équilibré. Parce que sachant très bien que si le Cameroun justement se constitue, s'organise comme un État équilibré, un État puissant, il serait fort probable que le Cameroun sorte de l'emprise justement de certaines officines. Donc c'est la raison pour laquelle on profite des situations comme celle-là pour caricaturer l'image du Cameroun, pour tenter justement de donner une autre appréhension justement du Cameroun aux investisseurs extérieurs, non seulement aux investisseurs, même aux touristes, de tourisme aussi qui constitue une source de rentabilité économique pour un pays, de telle sorte que ceci, justement, ne participe pas à la croissance économique du Cameroun. Maintenant, pour les chiffres, pour sortir, Stéphane, j'ai entendu, on a évoqué la question des chiffres. Je me suis rendu compte, quand vous étudiez cette histoire de très près, la plupart des chiffres qui sont donnés, quant à ce qui concerne la croissance, sont donnés par quel organisme? La plupart du temps, ce n'est pas des organismes internationaux. Hein? Oui. La Banque mondiale. FMI, Banque mondiale, ainsi de suite. Derrière ces institutions, qui s'y cachent derrière? Quelles sont les intentions derrière? Parfois, ce sont des communications politiques qui sont faites. Je vais vous prendre un exemple simple. Pour sortir. Imaginez que vous partez faire un prêt de 5 000 milliards en Chine ou aux États-Unis, avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et ces prêts, vous venez là, vous investissez 3 000 milliards. Et ces 3 000 milliards donnent lieu à l'emploi, peut-être d'1 million de personnes qui commencent à travailler. Et après ça, on calcule votre croissance, on l'estime par exemple à 2 ou 3%. Est-ce véritablement une croissance? Est-ce véritablement une croissance? Parce que c'est le cas de beaucoup de pays africains. Moi, je peux dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire,
on vous parle de croissance économique. Donc, il y a des chiffres, c'est parce qu'on sait que les populations ne sont pas suffisamment éclairées. On vous brandit les chiffres comme ça pour donner l'impression que ça semble aller ou alors ça se va bien, alors qu'on sait clairement que l'on est en train de vous enterrer de manière subtile. Merci, monsieur Siga. Personne ici n'a parlé de croissance. S'il vous plaît, le niveau. Non, permettez à je monsieur ne veux pas qu'on subvertisse mes propos. Le niveau des investissements étrangers, c'est ce dont j'ai parlé pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une crise que les investisseurs vont fuir. C'est vous qui parlez de croissance. Et si vous voulez qu'on parle de croissance, donnez-nous, concoctez-nous un thème sur l'économie du Cameroun avec les questions de croissance. Je vous ai dit que le DP est multitâche, multicasquette. Merci. Ce sujet ne me fait peur. Merci, monsieur Siga. Oui, Stéphane, je voudrais ajouter effectivement de l'eau dans le moulin du DP. À sa chute, lorsqu'il a effectivement compris, parce qu'il a fini par comprendre, que le problème de la FECAFOOT à l'heure actuelle, ils sont vraiment responsables de leur propre turpitude. Mais pas de cette turpitude de la FECAFOOT. Parce que revenons en 2014 sur le président de la République. Permettez, moi je fais un débat sur la vision internationale. Exactement. Sur la FECAFOOT. Exactement. Je fais pas un débat de la FECAFOOT, mais nous ne faisons pas ce débat ministère FECAFOOT, mais nous voulons tout simplement dire que nous en sommes arrivés à ce niveau parce que cette fameuse convention dont se prévaut aujourd'hui le ministère a été une convention qui s'est établie au moment de la normalisation. Il n'y avait aucun exécutif à la FECAFOOT. Donc ça n'a jamais été une convention ministère-FECAFOOT. Ça a été une convention ministère. Donc, et il aurait fallu à cet exécutif, l'exécutif de Tembi Arko par exemple, de remettre cette convention en cause. Ils ne l'ont pas fait. L'exécutif de de remettre cela en cause, ils ne l'ont pas fait. Quand bien même les études de Samuel Tufo arrivent 2 ans plus tard avec tout ce qu'ils ont à l'intérieur comme les experts en droit et autres, ils n'ont pas remis cette convention en cause. Et c'est 2 ans plus tard lorsqu'il faille nommer qu'ils rebondissent dessus. C'est pourquoi je vais encore aller contre lui pour lui faire comprendre qu'il n'y aura jamais d'accalmie. Tout ce que le président de la République a fait, c'était juste pour permettre, ça c'est pour saupoudrer effectivement ce climat de lecteur qui s'était déjà installé. Et c'est des problèmes en emploi fini tant que... Mais s'il n'y a pas d'accalmie, monsieur Asiga, le Cameroun risque une suspension. Très bien. C'est justement, c'est pourquoi je disais que j'allais revenir sur la scène internationale pour faire comprendre que tant que ce problème de convention n'est pas réglé, nous nous retrouvons toujours sur ce travers où le Cameroun va risquer au demeurant une suspension internationale. Et il revient donc au président de la FECAFOOT. Il saura comment faire pour négocier des termes qui vont avec sur cette fameuse convention qui pose problème. Et à ce niveau-là, on ne pourra plus dire que la FECAFOOT qui a eu ingérence de l'État sur la FECAFOOT. Et il revient donc à... C'est déjà consommé. Le Cameroun est déjà comme il est. C'est-à-dire qu'on l'a déjà présenté et il revient aux Lions indomptables qui vont jouer le 8 de laver au moins l'image de ce Cameroun qui est déjà écorné. Que l'image du Cameroun soit lavée par les Lions indomptables le 8, bref, les doubles confrontations qui arrivent. Faute de quoi, ça sera vraiment, c'est-à-dire il sera vraiment crédible de penser que nous pourrons arranger les problèmes ministère FECAFOOT. Non, ça n'a été que de la poudre. En 5 secondes, pour abonder dans son sac, en 5 secondes, s'il vous plaît. Oui, DP. Il faut qu'on dépasse les individus Etofis ministère. Qui sait? Etofis peut être nommé ministre des Sports demain. Oui. Et une autre personne. Vous parlez et vous citez personne. Vous dites Etofis, vous dites dépasser les personnes. Je dis bien qu'il faut qu'on dépasse. Citez quelqu'un au ministère. Professeur. Restez cohérent. Oui, restez. Vous avez dit dépasser les individus. Vous ne savez pas là où je vais chuter. Si vous me dites déjà ce que je voulais dire, je l'aurais déjà dit si vous m'aviez permis. Vous avez dit personne. Professeur, Individu. Ici Etofis. Après ici le ministère. Ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tu ne peux pas dire que tu veux qu'on dépasse les individus. Tu cites Etofis et tu cites Bincep. C'est ça que moi je reviens sur la malhonnêteté intellectuelle du DP. C'est ce que je dis. Permettez-moi de... Je dis, Samuel Etofis, je vais reprendre là où il m'a interrompu, peut devenir ministre des Sports demain.
Et le ministre des Sports peut devenir un président de fédération. Voyez-vous? Parce qu'on déjà on sait parcours. Il faut qu'on régule les problèmes entre les institutions. Parce que tant que cette convention existe, voici les deux scénarios possibles et dans un intervalle fermé. Si le président de la FECAFOOT s'entend avec le ministre, ça va couler. Oui. Mais dès qu'il y aura un président ou un ministre qui veut faire autrement, ça va capoter. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que lorsque l'État donne son agrément à une fédération, ce n'est pas seulement le football, pour gérer, qu'on laisse la dite fédération gérer selon les principes d'autonomie, comme ça se passe avec les mairies. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un problème entre une mairie et le ministre de tutelle? Non. Parce qu'on vous laisse gérer, en cas de faute, on vous sanctionne. Oui. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui est que pour gérer le football, on a la tutelle qui parfois confond le pouvoir de contrôle des actes de gestion en faisant un pouvoir de substitution. Moi, je me serais attendu qu'après le discours du chef de l'État, on mette sur pied une commission Encore un TDR. Tout à fait. Sur comment on va arranger pour qu'on revienne aux victoires. Cette commission allait donc définir le profil du coach, Oui. la fourchette de paiement et allait s'entendre sur comment est-ce que ce coach devrait être recruté. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a vu des gens qui ont saisi la pêche tendue par le président de la République pour aller de façon cavalière vers quelque chose qui a abouti à un problème. Merci DP Somba. Bien évidemment, à chaque fois que l'image du Cameroun ou la fédération est évoquée, c'est la pluie sur nos différentes plateformes. Alors, on prend 2 ou 3 réactions. On ne voudrait pas faire un débat sur World Actu. Nous avons décidé de questionner l'image internationale du Cameroun au travers de cette crise qu'on espère désormais derrière nous. On n'a pas voulu refaire le débat FECAFOOT MINSEP. Nous l'avons assez fait et nous le ferons même encore sur les antennes de Info TV. Prenons une ou 2 réactions et nous reviendrons tout de suite après pour justement sortir de la question. Bonsoir Stéphane. Tant que Mwele Kombi et au MINSEP et toi à la FECAFOOT, le Cameroun ne gagnera aucun titre. Solution, il faut qu'il parte. Merci à vous, monsieur Mebenga Joseph. Prenons une autre contribution. Bonsoir, mon frère. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous en studio. La question MINSEP FECAFOOT conforte la nature du Cameroun comme république pas sérieuse, il préfère le dire ainsi, sur la scène internationale. Merci Thierry pour la contribution. Bonsoir Stéphane, ainsi qu'à ton impressionnant panel. Belle émission. Un salut particulier au prince Franck Manson et à mon jeune frère. J'allais dire fils, docteur Timothée Essomba. Ah oui, le MINSEP et la FECAFOOT nous ont servi un théâtre inimaginable, du jamais vu. De cette situation, il en sort la conclusion suivante. L'administration camerounaise est capable de traiter un dossier en 24 heures. Vous avez vu la célérité avec laquelle 2 dossiers d'affectation ont été traités. C'est dire que certains de nos gouvernants sont méchants. Maintenant, d'où vient-il qu'un père, futur ministre, piétine le doigt et se livre à un combat de chiffonnier sans chercher à mettre la paix dans la maison? C'est ça qu'on attend d'un ministre, agir en esprit revanchard. Si on avait 5 jeunes comme Eto'o dans cette république, les choses ne se passeraient pas comme elles se passent en ce moment. On nous distrait avec cette affaire de football. D'ailleurs, le sport n'a jamais développé un pays. Une affaire où on a engouffré des milliers de milliards pendant que les populations croupissent dans une pauvreté et misère profonde. Ces soi-disant intellectuels qui défendent l'indéfendable parce que, espérant un poste, sont aussi des mendiants. Je conclus en disant ceci. C'est notre cher pays, le Cameroun, qui en sort éclaboussé de par les égoïsmes des uns et des autres. Continue sur cette lancée, Stéphane, contrairement à certains fanfarons modérateurs. Merci, j'espère que... Merci, Sa Majesté. Samuel Elvis Manson, depuis son lit d'hôpital, il précise. Bonsoir à vous, Majesté, et certainement excellent, ou alors prompt rétablissement. Bonsoir, le monsieur Arasta qui dit qu'il soutient la jeunesse à travers Samuel Eto'o, est-ce qu'il sait lui-même que Samuel Eto'o soutient plutôt la vieillesse? Arrêtez de zombifier le peuple, vous n'avez pas de cohérence.
Merci pour la contribution. On va au pas de course désormais. Bonsoir. Le problème ne devrait pas exister. Le Cameroun est un état de droit. Le chef de l'État a donné des instructions au ministère qui n'ont pas été respectées. Lorsque le président dit qu'il faut arranger le football, c'est pas en respectant les textes que le ministre n'a pas fait. Le secrétaire général de la présidence a expliqué au ministre qu'il faut respecter les textes en disant qu'il faut travailler avec la fédération. Cela veut dire que les deux parties doivent s'asseoir en respectant les textes de la République, c'est-à-dire la constitution votée par le peuple, les lois votées par le peuple et le décret du président élu par le peuple. Voilà les textes de la République qui font notre pays un état de droit. La convention est un règlement entre deux structures différentes des textes du Cameroun qui ne peut pas compléter un décret qui complète un autre. Julien de Yaoundé, c'est votre contribution. Rapidement, on va aller sur l'autre plateforme. Alors, prenons le MINSEP est un bouc émissaire. En fait, Eto'o a bloqué beaucoup de vannes que les mécontents ne savent plus à quel sens se vouer. On a besoin d'un Eto'o dans chaque ministère. Alors, bonsoir. Le monsieur Arasta qui dit qu'il soutient la jeunesse. Le message a déjà été relayé, chers téléspectateurs. Bonsoir le panel. Monsieur Assiga ne répond pas à votre thème. Vous parlez de MINSEP Fecafoot au-delà de nos frontières. Et justement, c'est ce que je dis. MINSEP Fecafoot au-delà de nos frontières. Il n'est pas question de ressasser l'histoire de la Convention. En d'autres termes, il est question de dire quels seraient les impacts de la mise en entente entre les deux entités. C'est Dominique Louis Bertin de Sangmelima. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir compris ce dont on parlait. On parle sur ce plateau. Bonsoir, une très bonne émission. Le monsieur Arasta a déclare qu'Eto'o a refusé de recevoir le drapeau du Cameroun. Bon, je ne sais pas s'il l'a dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est plutôt le DP. Qu'il a dit sur ce plateau. Une dernière contribution. Les Rasta attirent les regards. L'État doit rester debout. Merci pour les nombreuses contributions. Vous n'allez pas insister. Voilà, je vous donne bonsoir à vous. Je suis Paul Meignet. Madame le ministre a signé sa liste. Alors, non, il n'y a pas de Madame le ministre, c'est Monsieur le ministre, Monsieur Paul Meignet. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Vous et à votre panel, Essomba est un RDPciste déguisé en soi-disant pseudo-républicain. C'est pas pour rien. Oh là là, s'il vous plaît. Vraiment. Merci pour la contribution. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là pour ce qui était... Au final, rien qu'une introduction, une brève respiration. On revient tout de suite parler de la transition qui peut-être s'avère éternelle du côté du Burkina Faso. Criminel d'être RDPciste. Retour sur le plateau de World Actu. Nous sortons des turpitudes footballistiques et diplomatiques pour revenir sur un aspect un peu plus politique du côté du Burkina Faso. On évoque et questionnons à présent DP Somba cette transition du côté du pays des hommes intègres aux sorties des assises nationales de la semaine passée. On a pu assister à des propositions qui ont finalement été validées par la transition burkinabé, des propositions dont la principale nous fait savoir que désormais il y aura 5 ans de plus pour le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe. Il y aura aussi la possibilité pour le dit capitaine de pouvoir s'inscrire dans la perspective d'une élection présidentielle une fois les 5 ans dépassés. Donc en 2029, le capitaine pourra se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression
que justement à ce niveau, on est en train d'aller vers une dérive autoritariste? Bon, nous n'allons pas faire un procès d'intention au capitaine Traoré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur du peuple burkinabé. On nous a vendu la démocratie comme étant la clé du bonheur. Mais heureusement que des penseurs tels que Socrate avaient anticipé en disant que la démocratie va tomber quand elle va vouloir s'adapter à tous et à chacun. Et il a cité toutes les différentes étapes auxquelles nous assistons aujourd'hui pour dire qu'à la fin, ce sera le retour de la dictature. La démocratie en Afrique est source de paupérisation. Regardez, quand vous avez suivi les chiffres évoqués par Alain Foucault, que nous dépensons pour élire des gens qui finissent toujours par gagner l'élection. Donc, on connaît le contexte autant pour moi, de présomption, de fraude et autres. Ibrahim Traoré aujourd'hui n'est pas là pour des questions de démocratie. Il n'est pas là pour plaire à l'international parce qu'il sait que ce qui intéresse l'investisseur n'est pas le statut de l'État, Oui. ou bien les qualificatifs, les nimbes occidentales, État de droit, machin. Ce qui intéresse l'investisseur, c'est est-ce qu'en mettant mon argent là-bas, je peux faire le chiffre. Tout à fait. Ibrahim Traoré aujourd'hui veut que les Burkinabés vivent bien grâce aux chiffres qu'ils font. Regardez toutes ces réformes. Elles permettent aux Burkinabés de retrouver un niveau de vie décent et de combattre farouchement le terrorisme. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lui donne plus d'années pour lutter contre cette hydre terroriste qui a affamé le peuple? DP Somba, il a fait des promesses, le capitaine. En arrivant, il a promis de remettre rapidement le pouvoir civil. Si aujourd'hui on doit aller vers 5 ans de plus sans qu'il y ait véritablement un examen à mi-parcours de la situation, on a quand même en droit de s'inquiéter. Un président avait dit un jour qu'il sera un président. Un candidat à la présidence en France avait dit qu'il sera un président ordinaire. Et son interlocuteur lui avait rétorqué, il n'y a pas de président ordinaire. Comme pour dire quoi? Il y a une vision que l'on a de la fonction étant à l'extérieur. Mais une fois qu'on exerce la fonction, on se heurte à des contraintes et des contingences réelles qui sont telles que il est facile de se défaire de toutes les promesses qu'on a faites étant à l'extérieur. Parce qu'on n'est pas encore dans le feu. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré aurait-il donc menti au Burkinabé? Il n'a pas menti, sa position a juste évolué. Ou la nuance? Elle a évolué, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Changer d'avis ne suffit pas à avoir menti. Sa position a évolué. Et je continue de dire ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du peuple frère burkinabé. Si les méthodes de Traoré permettent aux Burkinabés de vivre mieux et dans la sécurité, alors même s'il veut 100 ans, je fais partie de ceux qui sont prêts à lui donner 100 ans. La preuve, la Russie le fait avec Poutine et la Russie se porte bien. Pourquoi c'est toujours en Afrique qu'il faut venir imposer l'alternance à tout prix alors qu'on n'a pas encore terminé de résoudre les problèmes? Je vais sortir avec cette phrase du président d'un pays de la sous-région lorsqu'on lui parle de la démocratie qui avait dit « Voyez-vous, la démocratie aime la propreté. Mon pays est encore sale. Il n'est pas prêt à accueillir la démocratie. Une fois que nous aurons les hôpitaux, les écoles, la couverture santé universelle, les routes, et que la Guinée sera propre, nous allons donc accueillir la démocratie. Il faudrait que les Africains comprennent de cesser de vouloir plaire à l'Occident. Ce qui importe en Afrique aujourd'hui, c'est de nourrir le peuple, de garantir le bien-être au peuple, même si cela doit passer par la privation de quelques libertés qui, à un moment donné, ne sont que des lubies. Nous devons être capables de penser le modèle social africain en disant aux Blancs vos affaires d'alternance. Encore que tout l'Occident, sauf les États-Unis, s'est construit avec des monarchies. Pourquoi c'est chez nous qu'on vient nous imposer cette histoire que chaque année, il faut dépenser des centaines de milliards pour organiser des élections à l'issue desquelles on voit les mêmes personnes être réélues? Prenez les mandats de 20 ans. Vous travaillez pendant 20 ans, vous partez. Quelqu'un d'autre vient prendre un mandat de 20 ans, nous fait dépenser chaque 5 ans ou 7 ans pour organiser les élections. Merci, DP et Somba. Prenez les mandats de 20 ans. Et il y en a des pays, quelque part, où on est à plus de 20 ans. Bon.
on fera le bilan de savoir si les choses avancent de ce côté. Mais monsieur Assiga, on a l'impression que le capitaine voudrait, selon ce détracteur, je précise, s'éterniser au pouvoir. Il est arrivé, il a chassé notre militaire, le général ou lieutenant-colonel Damiba, qui était là, lui reprochant de ne pas être en capacité d'assumer la sécurité des Burkinabés, mais on voit très bien que la question sécuritaire est toujours restée sensible dans ces pays. Il ne se passe pas de mois sans qu'il y ait d'attaques terroristes. On voit aussi la qualité de vie des Burkinabés. Je ne sais pas si elle s'est améliorée, mais elle n'a pas beaucoup évolué. On voit les libertés individuelles qui semblent être en berne. On voit des médias qui avaient pignon sur rue hier être tout simplement suspendus. Nos confrères de France 24 de RFI ont subi les foudres du régulateur burkinabé. Est-ce que cet environnement est de nature à rassurer quant à l'ambition réelle que le président de transition Traoré Blandi fait faire du Burkina Faso un pays émergent, un pays de droit? Stéphane, vous me voyez certainement sourire lorsque le DP Somba a chuté. Parce que quand on se souvient très bien que au moment où nous parlions de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, on qualifiait ces derniers de putschistes. C'était des expressions que nous utilisions couramment sur les plateaux. Putschiste à gauche, putschiste à droite. Et qu'aujourd'hui, quand le DP Somba parle, aujourd'hui, il n'a pas utilisé cette expression de putschiste. Je suis très content de lui parce qu'effectivement, il a évolué. Il a parlé de l'évolution tout à l'heure. Et je suis très content pour comprendre qu'à un moment donné aussi, nous sommes appelés à évoluer avec nos mentalités et avec nos positions. Je suis de ceux-là qui ont toujours pensé que lorsque le peuple est souverain, même si c'est le diable qui le gouverne, laissez ce peuple-là continuer avec son diable. Ibrahim Traoré est-il le choix du peuple? Maintenant, votre choix du peuple, c'est pour m'amener effectivement à parler de la démocratie, la fameuse démocratie. Oui. Laquelle n'est toujours pas l'expression du peuple. La démocratie est définie comme la majorité. On passe le temps à nous faire comprendre que c'est le peuple qui a décidé. En réalité, il n'en est rien. Le président Ibrahim Traoré avait déjà tracé son chemin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a demandé à partir de la CEDEAO. Il part de la CEDEAO pour effectivement éviter ces règles qu'on allait lui rappeler que, souvenez-vous, vous êtes quand même tenu par les conventions de la CEDEAO et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord parti de là. Là, il est libre. Tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas pour plaire à l'international. C'est pour, effectivement, arranger son pays, c'est pour diminuer au maximum. Est-ce que vous êtes en train de vouloir légitimer une prise de pouvoir antidémocratique? Il faut quand même être soumis au choix du peuple pour représenter. Vous revenez effectivement sur le fameux choix du peuple qui en réalité en Afrique n'existe pas. Et lorsque le président, à passer à l'heure actuelle, ce n'est plus le président de transition, le président de la République du Burkina Faso, nous allons nous habituer à cette appellation. Lorsque ce président de la République du Burkina Faso annonçait en son temps qu'il pouvait faire les élections avec 60% du territoire, il se disait effectivement que ça pouvait aller. Mais il se rend compte qu'il va laisser 40% aux mains des terroristes et se faire élire sur 60%. Pourquoi? Il est question qu'il se remette davantage au travail afin de conquérir à nouveau au moins 90% du territoire national du Burkina Faso. Et en ce moment-là, et d'ailleurs, il va se retrouver qu'il sera candidat, y compris son Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Donc, bref, toute son équipe seront désormais, ils vont remettre effectivement aux civils la possibilité de les voter. Mais entre-temps, nous avons un problème. Le Burkina Faso est en front à une crise sécuritaire énorme. Qui plus
l'état militaire pour pouvoir contenir cette crise. Il est sur cette lancée et effectivement, c'est ce que ses frères d'ailleurs. Et son peuple le soutient. Ses frères d'ailleurs vont... Oui, son peuple le soutient. Vous vous souvenez, lorsqu'il a fait cette déclaration, il a été acclamé. Il a été acclamé. Comme Mobutu avant. Et on sait très bien, il y a des partis politiques, certains partis politiques qui ont assisté à ces assises. Il y a la société civile qui a assisté à ces assises. Il y a eu bref, toutes les parties prenantes du Burkina Faso qui ont assisté à ces assises et ont accepté bel et bien lui donner cette onction de lui ajouter encore 5 ans. Parce qu'effectivement, il est sur une bonne lancée afin de pouvoir rehausser l'image du Burkina Faso. Merci, monsieur Assiga. Franck Manson, je me tourne vers vous. Alors, c'est un peu de son latin. Au finish, on voit des Africains se réjouir de coup d'État, parce que c'en est un, cette prise de pouvoir du président Traoré, malgré l'adhésion populaire que beaucoup lui reconnaissent et sa volonté de combattre le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le Burkina Faso a longtemps été un pays démocratique sous le président Compaoré. Aujourd'hui, on légitime et on accepte que le président Traoré, la transition s'octroie 5 ans de plus, avec la possibilité, M. Assigara l'a appelé, d'être présent aux élections présidentielles en 2029 ou 30, ça dépend. Est-ce qu'on doit penser à une évolution dans le corpus constitutionnel africain? On doit tout de suite donc se déclarer peut-être des monarchies pour qu'on cesse de dépenser, comme le dit le DPI, des milliards pour des élections qui finalement ne légitiment personne. Merci Stéphane pour la question intéressante. Je tiens déjà à rappeler une chose que j'ai déjà dite ici. La question de la démocratie, c'est une entourloupe. C'est une entourloupe pensée par ceux qui ont pensé l'ordre social, les architectes sociaux, pour facilement gouverner sur les populations. Ça, c'est d'un. Et de deux, la gouvernance, depuis la nuit des temps, elle a toujours été totalitaire. Toujours. Dictatoriale. Fasciste. La gouvernance. À la seule différence qu'au fur et à mesure que la société évolue, les grands États, les grands hommes d'État sont beaucoup plus subtils dans leur façon de faire, à la différence des petits hommes d'État, je vais le dire comme ça, qui sont bruts dans leur façon de gouverner. Ça, c'est une chose. Maintenant, quant à ce qui concerne la situation actuelle du Burkina, je vais faire un tour ce matin pour m'enquérir de la situation, donc je peux humblement vous dire que j'ai un certain nombre d'éléments en rapport à la situation. Premièrement, quelles sont les causes du punch au niveau du Burkina? Je pense qu'il y avait 2 causes principales. La question de la sécurité, qu'il fallait garantir au territoire et aux populations. De quel punch, M. Manson, c'est un précis, puisque le capitaine, le président Compaoré est remplacé, 2022. Il y a eu Damiba, il y a eu Traoré. Je parle de celui, même à partir de Damiba et Traoré, parce que chacun qui vient là estime que le pays est en insécurité. Je précise que Damiba était militaire. Oui, et de deux, il faut qu'on améliore les conditions de vie des citoyens, des populations. Bon, maintenant, à l'heure, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je tiens à nous rappeler que la plupart du territoire, ou alors une bonne partie du territoire au Burkina, est sous le contrôle des djihadistes, des terroristes. 40%. Mais je vous le dis comme ça, je dis c'est sous le contrôle des djihadistes, des terroristes. Est-ce qu'on peut avoir la précision? Lorsque le président Compaoré était là, c'était le cas? Je n'ai pas des informations précises là-dessus. 2. Les frontières entre le Burkina Faso et le Bénin sont tenues par des djihadistes. Ça ne circule pas. Ce sont les terroristes qui contrôlent, qui font la loi là-bas. De 3, on a la frontière avec le Togo, dont le contrôle aussi est également vacillant. Il y a des moments où vous avez l'armée qui récupère. À un moment, ce sont les djihadistes qui récupèrent le contrôle avec le Togo. 3, la seule frontière ouverte, et il y a une intention certainement derrière, c'est celle avec la Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il y a 5000 Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire. Et quand vous allez maintenant, du point de vue
économique, le Burkina Faso, c'est pratiquement plus de 229 000 agents publics. Et le salaire moyen au Burkina Faso, c'est 70 $. C'est rien. Je dis bien le salaire moyen. Et là, ça fait pratiquement dans les 42 000. Et l'État prélève 1% sur le salaire et 25% sur les primes pour participer à l'effort de guerre. La participation, justement, d'une frange de la population à l'effort de guerre. Et le Croix, il y a un mouvement qu'on appelle là-bas les Ouazignans. Donc, certains activistes estiment que les Ouazignans, ce sont des forces activées par le régime en place. Parce que les Ouazignans ont pour vocation faire taire tous ceux-là qui ne sont pas d'accord avec les orientations politiques du régime qui est en place. Les Ouazignans. Oui. Et peut-être pour définitivement sortir, Stéphane, il y a eu l'inflation pour participer toujours à l'effort de guerre. Il y a une inflation. Il est vrai que la question d'inflation, elle est universelle, elle est généralisée. Donc tout ceci vous renseigne à suffisance sur le fait qu'on peut se poser la question à savoir s'il y a eu réellement amélioration depuis que Kaoré a pris le pouvoir. Parce que je vous dis au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une distance de 200 km partant de Ouagadougou pour une distance, je dis de 200 km sans que vous ne soyez interpellé. C'est qu'est-ce qu'il parle de djihadistes qui taxe justement ceux qui croisent sur le chemin. Donc vous comprenez clairement, Stéphane, que le Burkina Faso, jusqu'ici, n'est pas encore sorti de l'auberge. Et pour définitivement sortir, Stéphane, j'ai fini par me rendre compte que, je vous assure que les pays africains, en proie aux instabilités ou non, perdent leur temps. Personne ne peut s'en sortir de manière individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays africains, je dis, qui sont excités, je le dis depuis la semaine passée, comme des aiguillons. Je dis excités par des officines extérieures pour participer justement à la déstabilisation des pays frères. Donc, parce que quand vous voyez par exemple le Burkina, imaginez qu'il y ait une coalition entre le Burkina, Stéphane, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que ces 4 pays qui s'unissent ne sont-ils pas capables, autant pour moi, de mettre hors d'état de nuire ces forces de nuisance? C'est l'interrogation, Franck Manson. Merci pour la contribution. Jimmy, je me tourne vers vous. Alors, on va comme ça épiloguer sur les noms. On a parlé de Compaoré, on a parlé de Roch-Marc Christian Kaboré, on a parlé de Amiba. Aujourd'hui, c'est Traoré. Ça fait beaucoup de chefs d'État en si peu de temps, mais avec une question principale. Le défi sécuritaire est toujours inopérationnel. Les terroristes, autres djihadistes contrôlent 40% du territoire burkinabé. La qualité de vie promise par la transition peine à véritablement s'installer dans le panier de la ménagère. Mais on nous apprend que la transition s'octroie 5 ans de plus pour justement porter son ambition. Est-ce que là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur ce que beaucoup au niveau des organisations non gouvernementales, des États européens, des Nations Unies peuvent qualifier, ou alors qualifient déjà d'autoritarisme et peut-être d'une dictature déguisée? Je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit les panélistes. La première des choses avec le Burkina ou bien les pays de l'AES, le problème qu'ils posent au RDPC, c'est que... Non, revenons... non, je reviens, s'il te plaît, permets-moi, parce que... Je vais te dire, voilà, ils vont... ils condamnent d'abord le push, parce que ce sont des militaires qui prennent le pouvoir. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont condamner la prolongation du mandat à 5 ans? Parce qu'eux, ils sont là depuis 40 ans. Ils sont dans un dilemme où ils n'ont pas d'issue. Et c'est ça qui me... Il n'y a pas de LPC sur ce plateau, il faut le préciser. Oui, et le DP, on a dit... Non, il y a le LPC, c'est un expert des médias. Ok, alright. Oui, mais il défend les positions du RDPC. Donc, disons que c'est ça qui me fait rire. Mais revenons sur ce que moi je reproche à la transition au Burkina. Oui. D'un, je parle du point de vue de leader politique, de political party. Je ne peux pas ne pas être solidaire des partis politiques qui ont été suspendus au Burkina. Mais en même temps, je ne peux pas non plus être solidaire de la jeunesse burkinabé qui crie au changement et au
meilleures conditions de vie. C'est pour ça que je vais en venir à une chose. J'ai écrit un ouvrage sur l'essor, les politiques de développement en Asie de l'Est, c'est-à-dire le succès des politiques de développement en Asie de l'Est. J'ai fait une étude comparative sur 8 pays, y compris le Japon, Singapour, Taïwan, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Voici ce que j'ai constaté, Stéphane. Dans ces pays, il y a deux catégories. Il y a les pays de l'Asie de l'Asie du Sud-Est et il y a les pays de l'Asie du Nord-Est. Le Nord-Est, c'est Japon, Taïwan, Corée du Sud. Japon, Taïwan, Corée du Sud. Ce sont des pays qui ont évolué vers la démocratie libérale. Quand je dis démocratie libérale, c'est la démocratie presque européenne qui appelle les élections, qui sont la plupart du temps constitutionnelles. L'Asie du Sud-Est, qui est la Malaisie, l'Indonésie, même Singapour fait partie de l'Asie du Sud-Est, mais je classe ça ailleurs. Ce sont des démocraties illibérales. Illibérales, c'est-à-dire qui ont prôné un État très fort. Mais quel était le dénominateur commun? Le problème n'a jamais été de la démocratie, Stéphane. Ça n'a jamais été, parce que la démocratie, vous la façonnez comme vous voulez. Et c'est ce que l'Asie du Sud-Est a façonné. Vous dites, vous êtes enseignant, et vous dites qu'on façonne la démocratie comme on veut. Oui, on façonne les standards de la démocratie. Non. Je ne veux pas dire qu'on façonne la démocratie comme je dis, par rapport aux conditions du pays. Mais professeur, les standards de la démocratie. Je voudrais qu'on soit d'accord. Oui, les standards de la démocratie a ses règles qui s'appliquent, qu'on soit à Singapour ou au Bangladesh. Non, du tout. Je ne suis pas en train. Moi, je te parle d'études des faits. Je ne suis pas dans la spéculation. Ok? J'étudie les faits et je te donne la théorie après. Je ne suis pas dans la spéculation. Je te dis donc que ces pays, le dénominateur commun était quoi? Était que tous ces pays ont réuni leur population autour d'un projet de développement. Le Japon, quand le Japon sort... Oui. Nous ne m'éloignons pas beaucoup. Non, je ne m'éloigne pas. Je reviens au Burkina. Je vais revenir au Burkina. Que le problème ne se situe pas au niveau de la démocratie. Le problème ne se situe pas au niveau de la sécurité. Le problème, c'est un problème de développement. Stéphane. Réunir les populations autour les populations sont pauvres. Les djihadistes profitent de quoi? Ils profitent de la pauvreté de la population. Figure-toi que si toutes les populations vont à l'école, si les populations sont éduquées, si les populations, les jeunes qui sont là ont de l'emploi, tu penses sérieusement qu'ils vont aller dans le djihad ou alors le territoire va se scinder? Je prends l'exemple de l'Asie de l'Est pour dire que l'Asie de l'Est a réussi et qu'il n'y a pas eu autant de conflits parce que leur gouvernement ont réuni la population autour du développement et autour de l'intérêt général. Quand vous réunissez la population autour du gouvernement, autour de l'intérêt général, le problème de démocratie ne se pose plus. C'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe au Japon, parce que même le Japon a été une démocratie illibérale à un moment qui a été gouverné par le parti, le LLPD, pendant au moins 40 ans. Sérieusement. Mais la différence c'était quoi? La différence c'était que ce parti avait mis l'intérêt des populations autour à la table pour que on sorte du sous-développement. Ce qui se passe en Afrique actuellement. Et quand je dis que je reproche cela, ce que je reproche au pays de l'AE, c'est que étant un professeur de l'intégration régionale, oui, tu ne peux pas sortir de la CEDEAO. Parce que c'est même beaucoup d'ignorance. Mais on peut sortir de la CEDEAO par contrainte. Oui. Non. Il n'avait même plus de contraintes. Puisque dans tous les cas, la CEDEAO avait déjà plus ou moins validé leur position. Il n'avait aucune contrainte. Je pense que c'était un problème populiste. Tu peux pas, parce que les communautés, je vais sortir de là pour permettre aux gens de chuter. Les communautés régionales, les communautés économiques régionales ont été créé de Dieu labeur. Parce que, comme disait un des panélistes, on ne peut pas se développer tout seul. Impossible de se développer actuellement tout seul. Quand vous sortez véritablement d'une communauté, et je vous dis que la CEDEAO est la meilleure communauté régionale intégrée en Afrique, la meilleure. Si vous parcourez tous les pays de la CEDEAO, ils sont réunis par des routes, hein. Ils sont réunis par des routes, ils sont réunis par leur communauté, ils sont réunis par leur commerce, véritablement. Donc je dis, je reproche cela à l'AES, parce que c'est une faute politique. La deuxième faute politique,
que, par exemple, la transition du Burkina vient de faire, c'est de prolonger la transition. Oui. De prolonger, parce qu'ils prolongent la transition, mais ils ne... en éliminant une partie de la population, parce que quand vous éliminez les partis politiques, parce que les partis politiques sont ceux-là qui vous jaugent, les partis politiques d'opposition, moi d'ailleurs le MLDC n'est pas un parti politique d'opposition, le MLDC est un parti politique d'alternance, parce que quand on vous qualifie d'opposition, c'est comme si vous ne pouvez pas apporter une solution. Donc moi, au niveau du MLDC, c'est ce que je vais apporter. La nouvelle appellation du MLDC, ce n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti politique d'alternance. Donc le problème est que quand vous éliminez ceux qui peuvent vous juger, vous éliminez une partie de la population. C'est pour cela que je dis que, en même temps, nous sommes dans une situation très ambiguë. Parce que tu peux pas parler du Burkina et tu ne parles pas du Sénégal où ça réussit. Où on a une transition. Parce que quand les gens disent que la démocratie n'a jamais évolué en Afrique, vraiment, il faut rire. Il faut rire parce qu'on a quand même des exemples de pays démocratiques comme le Sénégal qui sont en train de montrer à l'Afrique qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et c'est là, je sors de là, quand le président Thabo Mbeki avait dit à Macky Sall, lors d'une conférence, il a dit, on ne peut pas permettre que le Sénégal échoue. Alors, ce que tu vas faire, ça c'est Thabo Mbeki, ce que tu vas faire, tu vas sortir Sonko de prison et tu vas lui permettre d'aller aux élections. C'est ce qui va se passer au Cameroun, parce que l'Afrique actuellement, je chute sur mon pays. Parce que je ne peux pas parler des autres sans parler de son pays. Je chute sur mon pays. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, et c'est ce que je veux dire par exemple au RDPC. Réunissez la population camerounaise autour d'un projet commun de développement. Mais pendant 40 ans, ça a été l'échec. C'est pour ça que l'alternance est inévitable. Merci. Et c'est une démocratie d'alternance que nous voulons et constitutionnelle que nous voulons installer au Cameroun. Merci. Le RDPC n'est pas sur ce plateau. Il faudrait donc être interpellé. Je suis un leader. Merci. DP Soma, je me tourne vers vous. Alors, le marqueur, le nouveau référent est cette accession, pas très loin de Ouagadougou, du côté de Dakar, de Sonko et de son poulain Bassirou. Alors, vous qui saluez cette arrivée au pouvoir de Sonko, comment est-ce qu'on peut encourager de notre côté l'arrivée des Traoré? Alors, il y a Sonko qui arrive par les urnes, il y a Traoré qui arrive par les armes, et vous trouvez votre équilibre dans ces deux versions d'épée. Il y a trois formes de légitimité. Oui. Telles que pensées par, permettez-moi, comment on parle? Je suis un peu fatigué. La redondance, telle que pensée par les penseurs savants. La légitimité légale rationnelle, oui, dans laquelle on loge les élections et la démocratie, tout ce que vous voulez. La légitimité charismatique, c'est-à-dire par votre aura personnelle, oui, vous parvenez à fédérer les gens autour de vos idéaux, de votre vision. Il y a la légitimité populaire. Qui repose sur quoi? Qui repose justement sur la popularité, votre capacité à entraîner les gens. Vous ne pensez pas que c'est facile d'être populaire lorsqu'on a les armes? Ce n'est facile pour personne. Damiba avec les armes, comparer que le peuple a chassé avec les armes. Citez-moi quelqu'un au monde, un dirigeant qui n'a pas les armes. Les armes accompagnent toujours le pouvoir. Sonko n'avait pas d'armes, mais il a vaincu quelqu'un qui avait les armes. Paul Biya n'a pas les armes. Sonko n'a vaincu personne. Tu dis que Paul Biya a les armes? S'il vous plaît, professeur. Non. Je pose une question. Il y a un dirigeant qui Paul Biya n'a pas les armes. L'armée accompagne tout le pouvoir dans le monde entier. On ne gère pas le pouvoir sans avoir les armes. Le premier corps qui fait allégeance à un chef d'État, c'est l'armée. Oui. Alors, il y a des pays qui sont sans armée. Le Costa Rica. Le Costa Rica n'a pas une armée de guerre. Mais le Costa Rica a un système de sécurité avec des hommes armés. Est-ce que le président costaricien n'a pas une garde militaire? Il a une garde. Est-ce que la Suisse n'a pas de garde militaire? Ne jonglons pas avec les concepts. Prenons armée ici au sens le plus basique, c'est-à-dire porter un fusil, un revolver. Non. Au sens le plus basique. Non, aux États-Unis, tout le monde porte un fusil et ils ne sont pas de l'armée. Je souligne les contradictions. Aux États-Unis, tout le monde porte une arme, ils ne sont pas de l'armée. Merci. DP, allons-y.
C'est pour ça que j'insiste. Je parle bien de sens basique. Que veut dire l'armée au sens être armé au sens basique, c'est porter une arme. C'est pas forcément se constituer en corps militaire. Oui, vous l'avez dit. Revenons sur les paradoxes. Je suis très dans mes paradoxes entre Sonko et Traoré, par exemple. J'ai introduit avec la notion de légitimité. Oui. Maintenant, il y a des individus qui fédèrent les trois formes de légitimité. Il y a des individus qui n'usent que d'une seule. Qu'est-ce qui confère donc la légitimité? C'est le peuple qui peut vous la donner via une élection, qui peut vous la donner soit une acclamation populaire telle que les Oligui Nguema, les Traoré et autres. Dans les deux cas, qu'est-ce que nous observons? Qui a porté Sonko et Diomaye Faye au nu du pouvoir? C'est le peuple. Oui. Qui a porté Traoré au sommet du pouvoir? Vous pouvez dire certainement. Moi, je le dis. Sincérité que c'est le peuple. Je le dis en toute sincérité, c'est le peuple. Bien sûr de ce que vous dites. Il a fait le tour. Pour qu'il a bien été consulté et on accepté. On n'a pas besoin d'être consulté. Je vous dis, Etofi, ça fait consulter les Camerounais. Est-ce que vous voyez comment les Camerounais l'apprécient? Moi, je peux le confier sur ce plateau. Moi, j'ai eu des problèmes dans mon foyer parce que je ne partageais pas les positions d'Etofi. Est-ce qu'il a consulté mon épouse? C'est un débat. Oui, ce sont des figures qu'il faut prendre. Lorsque vous avez quelque chose que le peuple aime, ce peuple n'a pas besoin d'être consulté pour vous le démontrer. Le peuple vous soutient, il vous porte. Et le jour que le peuple est déçu, il vous démet. Ce qui doit nous intéresser, j'insiste là-dessus, c'est qu'est-ce que vous donnez donc en retour à ce peuple qui vous soutient. Et qu'est-ce que le capitaine Traoré aujourd'hui donne? Si on faisait un bilan de parcours. J'adore. Merci, parce que j'y venais. On a commencé avec la comparaison. Qu'est-ce que Sonko et Faye ont déjà donné au peuple sénégalais? Ils sont en train de se heurter au feu du pouvoir. Jusqu'ici, tout ce qu'ils ont promis, il n'y a rien. On va chasser la France, on va faire ceci. Sinon, ils peuvent chasser personne. Ils sont en train de s'embourgeoiser, leur teint s'est éclairci. Vous demandez un gouvernement de 2 mois, de 3 mois. Vraiment, ça c'est... Je n'ai pas parlé. Je ne fais pas leur bilan. Je constate les faits. C'est terrible. Ils sont en train de s'embourgeoiser. Le standing de costume a changé. Ce sont les faits. Sonko n'est pas mendiant. C'était respecter les impôts, Sénégal. Quand même, il a été maire de Ziguinchor. Comment vous voulez le dire? Je dis que le RDP, ça fait de mauvais jeunes. Stéphane Baga. Quelqu'un Je ne vous permets pas. Quand quelqu'un vient dire des choses comme ça, un vrai jeune dans son pays, le développer. Il ne veut pas son pays. Tu peux parler de son pays. Vous êtes un modèle pour la jeunesse avec les nations. Tu ne vous permets pas de me qualifier de mauvais jeune. Timothée Somba, diplômé en droit public, chercheur au Cameroun, directeur de publication, un self-made man, n'est pas un mauvais jeune. Je suis un modèle de jeunesse dans ma communauté et je suis sûr qu'une élection, vous ne pouvez pas me battre. Ah ben tant mieux. Ne me prêtez pas une adhésion au RDPC. Parlez de Sonko avec respect. Partager des positions avec le régime. Partager les positions du régime ne fait pas de moi même du RDPC. Et être même du RDPC n'est pas criminel. Pour vous combattre, vos MLDC, dès lundi, je vais adhérer au RDPC. C'est ça le mauvais jeune. S'il vous plaît. Timothée un bon jeune, c'est d'abord sa tenue. Un Rastakouin ne peut pas me qualifier, moi, bien mis de mauvais jeune. Mon cher, ça c'est la coiffure de mon père. Non, ça c'est la coiffure de mon grand-père. Il y a des standards. C'est mon cas. Il faut respecter les standards. Voilà donc mon cher ami. Voilà donc Stéphane Barga. Vous n'avez aucun standard. Je vais au bout de mon raisonnement. Cette coiffure, mon grand-père. Elle n'est pas un modèle. Elle n'est pas un modèle. C'est la coiffure des chambristes. Vous inspirez le chanvre. Arrêtez. Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Vous êtes qui vous placez ou pour me qualifier moi de mauvais jeune? Tu es un mauvais jeune. Merci. Merci. Et vous dites que vous êtes incompétent et incompétent. Je suis très compétent. Avec des états de service probants. Restons sur l'essentiel. Dans la tricherie. S'il vous plaît. Je n'ai jamais triché dans ma vie. Professeur. J'ai été 2 fois major à l'université sans tricher. Professeur. Face à vous. Vous êtes professeur, mais vous n'avez pas le niveau d'un professeur. Même votre élocution n'est pas digne d'un professeur. Mon maître, le professeur Magloire Ondoa, que tout le Cameroun connaît, peut
Dis qui est Timothée Sombadia. Merci, Vous n'êtes pas professeur. Quel professeur? Revenons à l'essentiel. Voilà. Ne me provoquez pas. J'ai du répondant. Tu es mauvais jeune. J'ai du répondant. Merci. Un jeune qui a les locks. Tu es mauvais jeune. Merci. Je reviens sur mon raisonnement. Et incompétent. Diomaye Faye et Ousmane Sonko Oui. sont en train de se heurter à la réalité du pouvoir. Leurs positions sur certains aspects vont évoluer. Mais tant qu'ils ont le soutien de leur peuple, ils pourront mener à bout leur projet. Et c'est là où je vais, pour une fois, le rejoindre. Lorsque vous proposez... Rejoindre qui? Le professeur Yap. Lorsque vous proposez, vous fédérez les énergies... Sakodo. Lorsque vous... Tu veux dire comment DP? C'est pas me rejoindre. Vous pouvez souffler. Nous avons... Et Kofi, ça fait l'affaire avec Margris. Je l'ai dit à l'entame de ce plateau, on peut avoir des désaccords, mais les positions peuvent évoluer. Vous voyez? Oui. Lorsque vous parvenez à fédérer le peuple autour d'un projet de développement tel que Ousmane Sonko et Diomaye Faye l'a fait, le peuple va vous accompagner. Et c'est parfois ce qui manque à plusieurs hommes politiques. Oui. Le projet de développement concret. Est-ce que Traoré a un projet de développement? Il a un projet de développement qui repose, dans les grandes lignes, au même projet de développement que Sonko, basé d'abord sur la souveraineté, la consommation locale, l'autosuffisance, la sécurité et à tout prix se soustraire du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental. C'est pour ça que le peuple est derrière lui. Aujourd'hui, avant-hier, nous avions un autre putsch à côté, mais aujourd'hui, il vient de se sacraliser en civil grâce à l'onction populaire. En 2029, Traoré sera sacralisé par le peuple. Et là, on dira quoi? Est-ce un modèle vers lequel on doit aller? C'est l'échec de la démocratie copier-coller du modèle occidental qui nous met dans ces problèmes. Je me souviens que le professeur Luc Sinjoun a écrit sa thèse là-dessus, l'État ailleurs entre noyau dur et case vide. On a pris la démocratie. Et qu'est-ce que nous en avons fait au Cameroun? Est-ce que nous avons digéré la démocratie? Est-ce que nous l'avons arrimé à nos réalités locales, sachant que la démocratie en Afrique existait déjà? Quand vous prenez les chefferies Bamileke avec les 9 notables, est-ce que le chef pouvait décider sans l'assentiment des 9 notables? Il faut donc endogénéiser la démocratie pour permettre qu'on prenne en compte les aspirations de tout le monde, mais en l'adaptant à nos réalités locales. Merci. Pour l'instant, merci DP. Merci. Monsieur Assiga, on va calmer la température sur le plateau. Restons sur ce qui nous intéresse et ce qui nous interpelle dans le conduit et le construit des idéologies sur le continent africain. On voit les efforts que fait le capitaine Traoré pour essayer de répondre aux défis sécuritaires que lui présentent les djihadistes, mais on voit aussi les incohérences quant au positionnement par exemple diplomatique et même économique. On voit que de ce niveau-là, de ce côté-là, ça tangue un peu. Est-ce que vous pensez que dans les standards qui sont les siens actuellement, le capitaine Traoré puisse tenir jusqu'en 2029? Parce que il vient d'échapper lui-même à une tentative de coup d'État. Non, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a accédé au pouvoir au travers des armes, il lui-même le sait très bien qu'il doit s'attendre à son plus proche collaborateur de pouvoir également accéder au pouvoir au travers des armes. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il prend le pouvoir, c'est parce qu'effectivement ça ne va pas au Burkina Faso. C'est parce que ça ne va pas, surtout avec cette affaire d'insécurité, avec les djihadistes. Monsieur Assiga, le capitaine Traoré remplace quand même un militaire aussi. Bien sûr, qui a échoué. Ça veut dire un autre militaire pourrait estimer. Bien sûr, je l'ai dit. N'est pas compétent. Tout à fait, je l'ai dit. Un autre et son plus proche collaborateur, parce qu'il ne sort jamais de loin, son plus proche collaborateur pourra également prendre les armes et l'enlever de là. Quand vous allez voir, regardez les 3 États de l'Afrique de l'Ouest en question dont les chefs ont accédé au pouvoir au travers des armes. Effectivement, ils ont un dénominateur commun
à savoir vouloir développer leur pays et vouloir sécuriser en réalité la sous-région. Mais ils sont heurtés. Ils sont heurtés par des vieilles habitudes de ces anciens chefs de l'État qui en réalité n'adoubent pas leur manière d'accéder au pouvoir. Je pose une question simple. Oui. Est-ce que vous pensez que, en l'état actuel des choses, avec ces attentats n'en plus finir, avec cette vie qui se détériore plus ou moins du côté du Burkina Faso, avec cette pression diplomatique du fait de la rupture, avec cette obscurité communicationnelle où certains médias sont suspendus, est-ce que le capitaine Traoré pourra tenir, par exemple jusqu'en 2029, avec les 5 ans que vient de lui octroyer? Il va tenir. L'assise. Il va tenir parce qu'il sait là où il est en train d'aller. Il a déjà balisé le terrain et il sait très bien ce qui l'attend. Lorsqu'il pose un certain nombre d'actes, il sait très bien ce qui entoure cet acte. Et ne l'oublions pas, en dehors de ses relations diplomatiques qu'il a eu à rompre avec certains pays, il a également eu à nouer d'autres relations diplomatiques avec d'autres pays pour assurer sa sécurité. La réalité est que en matière de relations internationales, Oui. il n'y a jamais, ne pensons jamais avoir l'absolu d'un accord partenarial avec tel autre pays. Étant bien que c'est l'intérêt qui compte. Et quand on regarde très bien le cas du Burkina Faso, le Burkina Faso offre au plus offrant. Celui-là, bien évidemment, qu'il vient à sa rescousse. Il offre, mais est-ce qu'il y a le succès escompté? Il y a Le succès ne peut pas arriver aujourd'hui. Vous-même, vous l'avez bien dit. Le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve dans un dilemme, en réalité, où les attaques terroristes qui arrivent lui viennent de partout. C'est un combat qui ne peut pas gagner du jour au lendemain. Il faut bien accepter Et tout seul. Et tout seul. Il ne peut pas gagner ce combat djihadiste du jour au lendemain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si le Niger n'avait pas été à ses côtés, si le Mali n'avait pas été à ses côtés, le capitaine Ibrahim Traoré n'allait même pas résister 2 jours. À l'heure actuelle, ils sont en train d'essayer de se mutualiser afin de pouvoir combattre. Mais sauf qu'ils se retrouvent qu'ils aient des intrus qui leur sont au niveau de la même sous-région, qui participent effectivement à ce que, à pouvoir démontrer que la méthode utilisée par ces derniers est la mauvaise. Merci. Donc on a à l'intérieur, au sein de la sous-région, certains pays qui les tirent vers le bas, et même en Afrique de façon générale. Merci. La preuve en est que nous n'adhérons pas tous à l'idéologie de ces 3 pays. Il faut toujours que ça fasse la une. Il faut toujours que cela soit remis en cause. Merci, monsieur Assega. Franck Manson, je vous donne maximum 1 minute parce que nous allons sortir de la question définitivement. À bien y regarder, aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que c'était une erreur de sortir de la CEDEAO? C'est un peu difficile à répondre, Stéphane, à la question. Pourquoi? Parce que sortir de la CEDEAO, c'est participer aussi à son affaiblissement. Mais maintenant, faire partie de la CEDEAO, sachant très bien que la plupart des pays de la CEDEAO, derrière les visages de ceux qui dirigent ces pays, Oui. c'est comme s'il y a des traquenards pour les populations de leur pays et même aussi pour les pays voisins. Il y a un élément sur lequel j'ai réfléchi attentivement, Stéphane. Rapidement. Quand on parle de l'État, Stéphane, vous voyez l'État, on vous dit, on ne peut pas dissocier l'État des terres, tout ce que cela regorge, des populations et des institutions, ce qui fait que ça représente une vibration importante. Ça veut dire que quand vous êtes porté aux affaires, si vous n'êtes pas solidement construit au niveau intérieur, s'il n'y a pas cette fusion avec la personne morale, c'est l'État qui va vous guider, qui vous change. C'est-à-dire quoi? Vous parlez un langage assez électronique, monsieur Manson. C'est-à-dire que pour être en mesure, Stéphane, de contrôler par exemple un pays qui a par exemple 274 200 km² de superficie,
avec une population de 23 700 000 habitants, Stéphane, étant donné que ce pays justement est en proie aux instabilités, si vous n'êtes pas suffisamment solide, constitué, assister même Stéphane, ce n'est pas évident. J'ai parlé tout à l'heure de Ouasignan pour sortir définitivement. Vous savez ce que ça veut dire Ouasignan? Non? Ça veut dire sortez, venons défendre notre transition. Et vous savez qui sont les Ouasignans? La plupart ce sont des désœuvrés, qui ne parvenaient même pas à manger, qui n'avaient même pas d'habitat, qui en réalité sont instrumentalisés par certains pontes du régime pour faire taire certains individus qui ne sont pas d'accord avec les orientations politiques justement du régime en place. Et pour définitivement sortir, j'ai évoqué tout à l'heure les 1%, pour ne pas parler des 25%, sur la question des primes, 1%. Quand vous faites le ratio, Stéphane, ces 1% reviennent à 42 000, et quand vous multipliez par 229 000, vous avez pratiquement 97 millions. Mais ces 97 millions, Stéphane, d'après certaines indiscrétions, servent plutôt aux proches, certains membres de la famille d'Ibrahim. Merci Franck Manson, professeur. On sort. Même question. Traoré pourra-t-il tenir? Je pense pas. Parce que quand tu coupes une partie de la population du débat social et économique, il y a toujours de fortes chances que on soit rattrapé par ses propres déclarations. Ibrahim, j'aurais supporté Ibrahim Traoré s'il n'avait pas coupé les partis politiques du débat national. C'est important. Donc je lui souhaite bon vent, dans le sens où c'est un jeune, il a beaucoup d'intentions, de très bonnes intentions, il fait des déclarations qui sont très positives, et moi je supporterai toujours un jeune, mais si j'avais un conseil à lui donner, il faut ramener tout le monde sur la table de négociation. Et surtout sur un projet de développement pour le Burkina. Merci, professeur Yap. Merci, DP Somba. Merci, Franck Manson. Monsieur Assiga, malheureusement, vous aurez pu le constater par vous-même, la problématique sur la CPI ne pourra pas être abordée en ces lieux aujourd'hui. Nous allons y revenir en espérant évolution de ce côté. Mais tout de suite, dans presque 8 à 9 minutes, mesdames, messieurs, vous aurez droit aux 20 heures d'Info TV, version bilingue, bien sûr, en langue de Shakespeare. Ce sera une affaire de dame à Yuketa. Alidankou Rondon sera là pour transcrire l'essentiel, le meilleur de l'actualité en langue de Molière. Quant à nous, chers messieurs, chères dames, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir réagi abondamment à ce qui était dit sur ce plateau. Nous retrouvons sur la même antenne, toujours avec le même bonheur, le même plaisir. Excellente continuation de week-end.